Alors, dans cette séquence vidéo 3, nous allons voir ce qu'il en est pour notre exemple de transduction sensorielle qui est la phototransduction, c'est-à-dire la transduction à partir d'un photon lumineux. Les récepteurs en question s'appellent des photorécepteurs. Alors, avant d'aborder cette phototransduction proprement dite, d'abord un petit aperçu sur la structure de l'œil et sur l'organe photosensible de l'œil qui est la rétine. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, notre œil, en fait c'est un globe qui est entouré par une coque qu'on appelle la sclère. Cette sclère devient transparente au niveau de la partie antérieure de l'œil, constituant ce qu'on appelle la cornée. La cornée qui constitue au fait un élément optique de l'œil avec le cristallin. Donc les deux éléments optiques de l'œil, c'est la cornée et le cristallin, que ce sont les deux éléments optiques qui vont converger la lumière vers la partie antérieure, vers l'intérieur de l'œil, en particulier au niveau de la partie tout à fait interne et antérieure de l'œil. Alors pourquoi l'intérieur de l'œil? Parce que cet intérieur est tapissé par un feuillet qu'on appelle la rétine, donc un feuillet comme un feuillet mince comme par exemple, c'est comme l'épiderme de l'oignon, donc c'est un feuillet mince qui tapisse la partie interne de notre œil. D'accord. Et cette rétine, bien sûr, elle est en connexion, c'est elle qui va donner lieu à des fibres nerveuses qui constituent le nerf optique qui vont être projetées vers le système nerveux central. Donc voilà, en fait, cette rétine, c'est l'organe sensible, c'est l'organe photosensible de l'œil. Alors si on regarde de près cette rétine ici, donc un encadré ici, vous avez qui agrandit, donc un agrandi de cette rétine. Donc la rétine, elle montre des couches cellulaires. Il y a des couches que vous voyez ici colorées, qui sont les récepteurs photosensibles, cônes et bâtonnets. Ensuite, il y a les cellules, la deuxième chaîne de cellules qu'on appelle les cellules bipolaires, et ensuite la chaîne des cellules ganglionnaires avec des interneurones qui peuvent s'intercaler entre différents types de cellules rétiniennes. Donc, si on regarde de près, voilà donc, j'ai bien entendu la lumière, elle rentre par là. Donc, voilà le sens de conduction de la lumière. Il arrive là, donc vous avez une flèche qui désigne light, c'est-à-dire l'arrivée de la lumière. Et la lumière, bien sûr, va pénétrer dans la rétine et va agir au niveau des cellules qui sont sensibles à cette lumière, qui sont les photorécepteurs bâtonnets et cônes. Alors voilà cette couche des récepteurs. Les récepteurs bâtonnets, que vous voyez ici, en bleu, qui sont, donc il y a une forme de bâtonnet, et puis les récepteurs cônes qui ont une forme conique, donc c'est le récepteur cône. Voilà la couche des récepteurs. Ensuite vient une autre couche, la couche des cellules bipolaires, c'est-à-dire des cellules à deux pôles, un pôle qui est en connexion synaptique avec les récepteurs et un pôle en connexion synaptique avec la troisième cellule de la chaîne rétinienne qui est la cellule ganglionnaire ou les cellules ganglionnaires. Voilà, donc la lumière rentre dans ce sens, va activer les photorécepteurs et ensuite un signal, un influx nerveux va être généré dans le sens contraire, c'est-à-dire du photorécepteur vers la cellule bipolaire, vers la cellule ganglionnaire. Voilà, donc la rétine est le film photosensible sur lequel s'impriment les images captées par l'œil. Alors vous voyez bien entendu d'autres cellules, ce qu'on appelle des cellules, des espèces d'interneurones, qui sont les cellules horizontales et les cellules endocrines, qui en fait permettent des interactions latérales entre différents types de cellules rétiniennes, donc des différentes chaînes rétiniennes, photorécepteurs, bipolaires, ganglionnaires. Si on regarde de près ces photorécepteurs, alors sur le plan structural, voilà le bâtonnet, voilà le photorécepteur cône. En fait, il y a bien sûr une homologie de structure, c'est tout à fait similaire. La différence, vous le voyez ici. Donc, en fait, chaque photorécepteur se compose de trois parties. La partie externe qu'on appelle le segment externe pour le bâtonnet, le segment externe pour le cône. Ensuite, un segment interne et enfin ce qu'on appelle un pied qui contient donc en quelque sorte le prolongement terminal du photorécepteur qui contient des vésicules synaptiques. Alors,
la différence entre les deux photorécepteurs, c'est que, bien entendu, le segment externe contient et abrite plusieurs, ce qu'on appelle des disques membranaires. Vous voyez là des espèces d'empilement, c'est un empilement de disques membranaires. Des disques membranaires, lorsqu'elles se forment, elles se défont complètement de la membrane plasmique, ils sont indépendants de la membrane plasmique. Ici, vous voyez que les disques membranaires restent en contact, en continuité avec la membrane plasmique cellulaire. Alors voilà donc la différence qu'il y a au niveau du segment externe. Pour le segment interne, c'est tout à fait comparable puisque le segment interne abrite les mitochondries, c'est-à-dire la machinerie énergétique de la cellule, et puis le noyau qui est la machinerie génétique de la cellule. Et puis un prolongement terminal qui abrite les vésicules synaptiques qui permettent la communication avec la cellule bipolaire, la cellule qui va suivre dans la rétine. Alors, pourquoi ces récepteurs sont sensibles à la lumière? Parce qu'au fait, ils contiennent dans ces disques membranaires, ils contiennent une substance chimique qu'on appelle pigment ou photopigment, et c'est lui qui est sensible à la lumière. Donc, la spécificité pour la sensibilité à la lumière, c'est ces disques membranaires qui contiennent des pigments, des photopigments qui sont sensibles à la lumière. Donc, ils vont absorber la lumière. Voilà, donc la sensibilité des photorécepteurs à l'énergie photonique, l'énergie photonique c'est les photons, c'est la lumière, elle est due à la présence d'une substance chimique appelée pigment localisée dans les disques du segment externe que vous voyez ici et là pour le cône. Alors, il faut savoir que, bien entendu, que les bâtonnets et les cônes, il y a deux types de cellules. En fait, ils ont deux fonctions différentes. Les bâtonnets sont spécifiques, sont responsables de la vision de nuit, c'est-à-dire la vision nocturne, alors que les cônes sont responsables de la vision en pleine lumière, donc la vision diurne, si je puis dire, et donc la vision en pleine lumière, c'est-à-dire la vision des couleurs. Alors, bien entendu, les pigments sensibles ne sont pas tout à fait les mêmes dans les deux types de photorécepteurs. Le pigment des bâtonnets, qui est spécifique de la vision nocturne, on l'appelle la rhodopsine. Il est capable d'absorber la lumière dans tout le spectre visible, allant de 400 à 700 nanomètres. Donc, celui-ci, lorsqu'il est activé, il va nous dire s'il y a une lumière ou pas de lumière. Il ne distingue pas les couleurs. Alors que le pigment des cônes, on l'appelle iodopsine ou photopsine. Et en fait, il faut savoir que nous disposons de trois types de cônes. Un cône qui est sensible, enfin trois types de cônes qui sont sensibles chacun à une couleur primaire. Alors il y a les cônes bleus qui sont sensibles au bleu, les cônes verts qui sont sensibles à la lumière verte et les cônes rouges qui sont sensibles à la lumière rouge. Donc puisqu'il y a trois types de cônes, et bien en fait on a trois types de pigments, trois types d'iodopsine qui sont sensibles soit au bleu, alors le bleu bien sûr c'est les longueurs d'onde courtes dans le spectre visible, avec un maximum d'absorption de sensibilité à 419 nanomètres. Un deuxième type d'iodopsine qui va être sensible et va absorber la lumière dans les longueurs d'onde moyennes avec un maximum d'absorption à 531 nanomètres. Et puis, une iodopsine qui est sensible à la lumière rouge, c'est-à-dire qui est sensible aux longueurs d'onde longues avec un maximum de sensibilité et d'absorption à 559 nanomètres. Définissons ainsi, donc, puisque chaque type a un type de cône, donc cela définit trois types de cônes responsables de la vision des couleurs, et bien sûr trois types de cônes selon la proportion du pigment de chaque type. Ça veut dire que le cône bleu, il contient l'iodopsine qui est sensible au bleu, le cône vert, il contient l'iodopsine qui est sensible au vert, etc. Alors, et plus récemment, un quatrième type de cône a été découvert et qui contient un autre pigment qu'on qualifie de mélanopsine. Alors, cette mélanopsine, en fait, elle joue un rôle non pas dans, disons, la vision des couleurs, dans la perception des couleurs, mais intervient dans d'autres aspects visuels tels que le réflexe photomoteur ou encore la régulation du rythme circadien. Tout ça, on va le voir la suite lorsqu'on parlera des voies sensorielles.
Alors, avant d'aborder la phototransduction, c'est-à-dire comment le signal photique, la lumière, comment le photorécepteur va convertir la lumière en signal électrique, en potentiel d'action, voyons voir, il y a une étape qui précède cette phototransduction, ce qu'on appelle la photoréception. Donc, la première étape de la photoréception, c'est l'interaction entre le photon, donc la particule lumineuse, et la molécule de rhodopsine dans le cas des bâtonnets. Alors, il faut savoir que, en fait, les photopigments, donc si on regarde la rhodopsine de près, sur le plan structural, en fait, les photopigments rhodopsine sont composés de deux parties, de deux entités. Une qu'on appelle l'opsine, qui est une protéine de 348 acides aminés formant 7 hélices transmembranaires, et de ce qu'on appelle le rétinal, qui est en fait la forme aldéhydique de la vitamine A. Donc, la rhodopsine, en fait, c'est un complexe opsine rétinal. Le rétinal, c'est la forme aldéhydique de la vitamine A. Et l'opsine, en fait, il forme un complexe avec le rétinal lorsqu'il est sous une configuration spatiale donnée qu'on appelle le 11,6 rétinal. Donc, la rhodopsine, c'est opsine rétinal 11,6, c'est-à-dire la forme qui a une configuration spatiale donnée qu'on va voir. Alors, en fait, la lumière, comme elle agit, eh bien, la lumière, le photon lumineux, va transformer ce 11,6 rétinal en une autre configuration spatiale qu'on appelle le tout transrétinal, et ceci en modifiant la configuration donc spatiale et donc la forme stérique de ce rétinal. Alors voilà concrètement ce qui se passe. Donc j'ai le 11,6 rétinal, voilà la molécule du 11,6 rétinal qui normalement forme un complexe avec l'opsine dans la rhodopsine. Donc vous voyez que ce 11,6 rétinal, bien sûr, il y a ce noyau, il y a une chaîne carbonée, et puis vous avez cette chaîne, cette queue qui est en fait inclinée dans l'espace. Donc le 11,6 rétinal a cette configuration spatiale avec la queue terminale qui est inclinée. Alors, sous l'effet d'un photon lumineux, qu'est-ce qui arrive à ce 11,6 rétinal? Eh bien, cette queue qui est inclinée, elle va devenir linéaire, rectiligne. Voilà. Donc, on aura la forme dite transrétinale avec une queue linéaire. Donc, vous voyez ça, c'est la même molécule, mais avec une configuration spatiale qui est différente, donc sous une autre forme dite isomérique. Donc, il y a deux isomères, le 11,6 et le tout trans, et le passage d'un isomère, d'une forme isomérique à l'autre, elle se fait grâce au photon lumineux. Donc, qu'est-ce qui se passe suite à la lumière, la photoillumination? Il y a une photoisomérisation du 11,6 rétinal en tout transrétinal. Alors, lorsque le 11,6 rétinal est transformé en tout transrétinal, il ne va plus rester en fait conforme. Voilà ce qui va se passer en fait. Alors, je reprends. Donc, j'ai la rhodopsine, c'est quoi? La rhodopsine, c'est le complexe 11,6 rétinal opsine. Donc, c'est-à-dire un complexe, c'est-à-dire une molécule qui est reliée à l'autre. Sous l'effet de la lumière, qu'est-ce qu'on a dit? Le 11,6 rétinal va se transformer en tout transrétinal, cette forme isomérique qui est linéaire. Alors, sous cette forme, eh bien, le rétinal n'est plus conforme au site de fixation de l'opsine. Donc, l'opsine, elle va se dissocier, elle va se détacher du rétinal. Donc, au lieu d'avoir un complexe, j'aurai deux molécules complètement séparées. Pourquoi? Parce que le taux transrétinal n'est pas conforme au site de l'opsine. Alors, l'opsine, lorsqu'elle se libère de ce rétinal, elle devient sous une forme, elle devient active, devient donc une protéine active. Donc, la lumière, qu'est-ce qu'elle fait à premier abord? Elle va provoquer ce qu'on appelle un changement conformationnel. Donc, à l'état d'obscurité, la rhodopsine qui est dans les disques, dans les membranes des disques, eh bien, cette rhodopsine va subir, elle va se dissocier, elle va plus rester sous cette forme de complexe, elle va se dissocier et la rhodopsine va se transformer en tout transrétinal plus une protéine active qui est l'opsine. Alors, de l'autre côté, bien sûr, quelle est la finalité, quel est l'effet au fait d'un stimulus sensoriel? C'est de provoquer une modification de l'activité bioélectrique au niveau du récepteur sensoriel et dans ce cas, bien sûr, le photorécepteur. Donc, on est allé mesurer
quelle variation bioélectrique on obtient suite à la lumière. Donc ici, vous avez par exemple un photorécepteur cône dans lequel on introduit une électrode, on mesure son potentiel de membrane, donc on constate que son potentiel de membrane d'obscurité, ce qu'on appelle ici dark, c'est-à-dire l'obscurité. Alors, on regardait sa valeur, qu'est-ce que vous lisez ici? Vous lisez moins 30 millivolts. Alors, moins 30 millivolts, vous savez qu'un potentiel de repos à l'état de repos, normalement, en général, dans la majorité des cellules, il est de l'ordre de moins 70 millivolts. Or, là, il est de l'ordre de moins 30 millivolts. Ça veut dire que déjà, le photorécepteur, il est comment? Il est moins négatif, donc il est en quelque sorte dépolarisé à l'état de repos, à moins 30 millivolts. Donc, lorsque on soumet le photorécepteur à un flash lumineux, à un photon lumineux, qu'est-ce qu'on constate? Voilà le potentiel de membrane de repos, le potentiel d'obscurité. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a une baisse du potentiel de membrane, donc le potentiel de membrane qui baisse vers des valeurs plus négatives. Donc, le potentiel de récepteur de lumière, il a tendance à diminuer, à descendre en dessous de moins 30 millivolts. Vous voyez, il aura même tendance à aller vers le potentiel d'équilibre du potassium. Ici, vous avez le potentiel d'équilibre du sodium. Donc, il tend vers des valeurs négatives. Donc, qu'est-ce qu'on constate sous l'effet de la lumière? Qu'est-ce qui arrive au photorécepteur? Il subit une diminution du potentiel de membrane, donc une hyperpolarisation. Donc, la lumière provoque une hyperpolarisation du photorécepteur. Voilà. Donc, j'ai une variation bioélectrique qui est sous forme d'un potentiel récepteur hyperpolarisant. J'ai d'un autre côté un changement conformationnel, mais bien sûr, il a fallu relier les deux. Comment est-ce que ce changement conformationnel va entraîner cette hyperpolarisation au niveau du photorécepteur? Alors justement, l'association ou la compréhension de la cascade des événements qui a eu lieu entre les deux phénomènes, elle a nécessité bien des années et des années pour bien sûr être déchiffré et identifié avec précision. Alors, je vous donne bien entendu le résultat, c'est le cumul, bien sûr, comme je dis, de travaux de chercheurs pendant des années et des années, qui étaient au début dans l'hypothèse, après des hypothèses qui se confirmaient, des hypothèses qu'on écartait, et voilà, on arrive donc à la cascade de réactions qu'on appelle la chaîne de réactions que vous voyez ici. Donc, qu'est-ce qui se passe au fait? Donc, sous l'effet de la lumière, un photon, on a dit, ça provoque un changement conformationnel, c'est-à-dire le En6 rétinal va se transformer en tout transrétinal. Sous cette forme, donc la rhodopsine va se transformer, va libérer son opsine, l'opsine qui va devenir active. L'opsine va activer une protéine G qu'on appelle la transducine. Cette protéine G va transformer le GDP en GTP. Ce GTP qui va venir activer une enzyme, la phosphodiestérase, donc qui était inactive, qui va devenir active. La phosphodiestérase, pardon, c'est l'enzyme d'hydrolyse du GMP cyclique, des nucléotides cycliques. Donc la phosphodiestérase qui était inactive va devenir active. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va hydrolyser, dégrader le GMP cyclique en 5'GMP. Alors, et on a montré que ce nucléotide cyclique, GMP cyclique, lorsqu'il baisse dans la cellule, eh bien, ça va entraîner une fermeture de canaux cationiques type sodique qui vont se fermer, qui normalement font entrer le sodium pour maintenir le photorécepteur à l'état dépolarisé. Comme on a vu tout à l'heure, on a dit qu'il était dépolarisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un flux ionique de nuit qui fait, c'est-à-dire des canaux sodiques ouverts qui vont laisser passer le sodium pendant la nuit et maintenir donc ce potentiel de membrane dépolarisé à moins 30 millivolts. Donc lorsque ces canaux sodiques se ferment, ça va entraîner donc l'intérieur de la cellule va devenir du négatif et j'aurai une hyperpolarisation. Alors pour situer bien sûr cette cascade-là, comme ça c'est pas évident, mais si vous regardez au niveau du schéma ici, pour situer tous ces événements, toute cette cascade dans le contexte cellulaire de photorécepteurs. Alors regardez Jean, là j'ai bien entendu le bâtonnet, d'accord, avec ces disques membranaires qui est en bleu. Alors à l'obscurité, on a montré que des canaux cationiques sont ouverts. C'est des canaux qui laissent passer surtout du sodium, mais avec une petite fraction sous forme de calcium. Donc c'est des canaux qui sont non sélectifs.
Donc le sodium et le calcium vont pouvoir entrer à l'obscurité. Et ces canaux, bien sûr, pour qu'ils soient ouverts, ils nécessitent un nucléotide cyclique, le GMP cyclique. Alors, qu'est-ce qui se passe sous l'effet de la lumière? Donc, lorsqu'il y a de la lumière va décomposer la rhodopsine. La rhodopsine va libérer son opsine active. L'opsine va venir activer une protéine G membranaire qui est la transducine, qui comprend ici trois sous-unités, alpha, bêta, gamma. La protéine G, la transducine va aller activer la phosphodiesterase. La phosphodiesterase active va bien sûr hydrolyser le GMP cyclique, donc le GMP cyclique qui va se transformer, qui va être hydrolysé en 5' GMP. Donc moins de GMP cyclique dans le photorécepteur et donc les canaux vont se fermer et j'aurai une hyperpolarisation de la cellule. Alors, donc, par cette chaîne de réaction, l'excitation du AN6 rétinal transforme les molécules de 3', 5' GMP cyclique en 5' GMP. Alors, à l'obscurité, donc pour résumer tout ça, à l'obscurité, les segments externes et donc l'ensemble de la cellule réceptrice, les segments externes et donc l'ensemble de la cellule réceptrice sont dépolarisés par l'entrée de sodium-calcium. Pourquoi? Parce que le canal, il est maintenu ouvert par le GMP cyclique. Donc ça veut dire qu'à l'obscurité, on a dit que le photorécepteur, il est dépolarisé parce que les canaux sodium, les canaux sodicalciques sont ouverts, le sodium rentre donc, et bien sûr, pour qu'il reste ouvert, c'est le GMP cyclique. Sous l'effet de la lumière, le photon active la rhodopsine, ce qui déclenche la double cascade transducine phosphodiesterase. Le canal sodium-calcium va se fermer, d'où l'hyperpolarisation qui conduira à une, vous allez voir, cette hyperpolarisation, donc c'est quelque chose de négatif qui va apparaître, qui va être converti, donc qui va conduire au fait à une excitation des autres cellules rétiniennes, donc excitation de la chaîne neuronale rétinienne, bipolaire et ganglionnaire. Alors, on va voir justement comment un signal négatif qui apparaît au niveau du photorécepteur va être converti en un signal positif au niveau des autres cellules de la chaîne rétinienne, la cellule bipolaire et la cellule ganglionnaire. Donc, à l'obscurité, qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait que le rétinal est inactif, les canaux sodiques, sodium, calcium sont ouverts, les photorécepteurs sont dépolarisés, sont à un voltage de moins 30 millivolts, et bien sûr, s'ils sont dépolarisés, ça veut dire qu'ils sont capables de libérer leur neurotransmetteur à la première synapse. Donc, le photorécepteur à l'obscurité, l'état donc non excité, il va libérer son neurotransmetteur. D'accord? Alors, or, on a montré pour un type de circuit rétinien, qu'on appelle le circuit ON, que le neurotransmetteur libéré par le photorécepteur, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Donc, à l'obscurité, lorsqu'il est libéré, à l'obscurité, le photorécepteur est dépolarisé, libère le neurotransmetteur inhibiteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Le neurotransmetteur inhibe la cellule bipolaire, donc pas d'activité électrique ici, et donc qui ne va pas activer la cellule ganglionnaire qui se trouve aussi pas activée. Donc, à l'obscurité, ces deux cellules sont inactives sur le plan électrique. Alors, sous l'effet de la lumière, qu'est-ce qui se passe? On a dit sous l'effet de la lumière, le photorécepteur, il était dépolarisé, sous l'effet de la lumière, il va s'hyperpolariser. S'il s'hyperpolarise, ça veut dire qu'il devient moins actif, ça veut dire qu'il libère, il ne va pas libérer ou peu, donc diminution de la libération du neurotransmetteur inhibiteur. Donc, il y a une moindre inhibition, il ne va pas inhiber la cellule bipolaire qui va se trouver activée. Donc, sous l'effet de la lumière, le photorécepteur est inhibé. Cette inhibition sera l'origine de non-libération, donc du lever d'inhibition, donc une non-libération du neurotransmetteur inhibiteur. Donc cette cellule ne sera pas inhibée, elle va être activée. Si elle est activée, elle va libérer son neurotransmetteur et son neurotransmetteur est un neurotransmetteur excitateur. Donc augmentation de la libération du neurotransmetteur excitateur sur la cellule ganglionnaire qui, elle, va se trouver activée et va, vous voyez, montrer des pics, ce qu'on appelle les potentiels d'action. La cellule bipolaire, elle, on a dit, elle va s'activer, mais l'activation, elle va apparaître sous forme de dépolarisation. Donc, il n'y a pas de potentiel d'action. Le potentiel d'action, il n'apparaît pas au niveau de la cellule bipolaire, il apparaît au niveau de la troisième cellule, qui est la cellule ganglionnaire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le circuit rétinien ON, c'est-à-dire un circuit qui va véhiculer un message
positif vers le cerveau pour percevoir un stimulus lumineux, une couleur, un objet, etc. Donc à la lumière, le rétinal absorbe les photons et il change de conformation. Ça, c'est une répétition de ce qu'on vient de dire. Donc à la lumière, le rétinal absorbe les photons et il change de conformation, il devient actif, ce qui provoque la fermeture des canaux cationiques et donc une hyperpolarisation du photorécepteur qui devient donc plus négatif, il tend par exemple vers 60 millivolts, et cela provoque une cessation de la libération du neuromédiateur à la synapse. Donc, pas de neurotransmetteur inhibiteur libéré au niveau de cette synapse. La lumière, donc, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne en fait l'inactivation de cette synapse, l'inactivation de la synapse entre le photorécepteur et la cellule bipolaire. Ceci constitue justement le premier signal nerveux indiquant la présence d'un stimulus lumineux. Voilà, donc la lumière va hyperpolariser cette cellule, moins de neurotransmetteurs inhibiteurs, donc il y a une inactivation, plus de neurotransmetteurs qui vont être libérés, dépolarisation de la cellule bipolaire et bien sûr décharge, apparition des pics, donc une décharge de la cellule ganglionnaire. Alors, comme vous pouvez le voir au niveau de cette chaîne rétinienne, où est-ce que les potentiels d'action apparaissent? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils apparaissent uniquement au niveau de la cellule ganglionnaire. Donc, la cellule ganglionnaire, c'est en fait la cellule nerveuse, c'est la véritable cellule nerveuse puisqu'elle peut déclencher des potentiels d'action. Donc, on parle en anglo-saxon de spiking neurones, c'est-à-dire des neurones qui génèrent des spikes, c'est-à-dire des spikes en anglais, ça veut dire pic, et qui dit pic dit potentiel d'action. Alors que la cellule ganglionnaire, le photorécepteur et la cellule bipolaire ne génèrent jamais de potentiel d'action. Ce qu'on peut voir, c'est juste des potentiels hyperpolarisants, voire dépolarisants, mais jamais de potentiel d'action. Donc, ces deux cellules font, en fait, si on les considère comme étant des neurones, d'après leur structure, eh bien, ça serait des neurones qui ne génèrent pas de potentiel d'action. Donc, c'est des non-spiking neurones. Alors voilà donc pour les phénomènes de transduction et la transmission du signal du stimulus photique, donc la conversion du stimulus lumineux en signal électrique, puis en potentiel d'action propagé au niveau de la cellule ganglionnaire, dans le cas du circuit rétinien type 1. Alors, pour conclure donc sur cette transduction en général, la première étape donc de codage de l'information sensorielle qu'on appelle la transduction sensorielle, elle a lieu où? Eh bien, elle a lieu au niveau des récepteurs sensoriels qui convertissent un signal externe en un signal électrique. Donc, ils convertissent le stimulus externe en un signal électrique qui est quantifiable et qu'on appelle potentiel récepteur, que le système nerveux central peut interpréter. C'est en effet le seul langage compris par les cellules du système nerveux central. Donc, en fait, on a un stimulus externe qui va être converti en un signal électrique et le système nerveux central ne peut interpréter que ces signaux électriques. Il ne va pas interpréter le stimulus externe directement. Ça passe par la transduction qui génère un signal électrique qui est le langage compris par le système nerveux central. Et bien entendu, comme on vient de le voir, les mécanismes de cette transduction sont spécifiques de chaque système sensoriel. Donc, on a vu une spécificité, on a vu la chémotransduction, deux exemples, on a vu deux exemples de mécanotransduction, on a vu un exemple de phototransduction et bien sûr les processus qui en découlent. Alors, compte tenu donc de tout ce qu'on vient de voir, les différents types d'exemples de transduction, ça nous ramène à, disons, résumer un petit peu les différents types de récepteurs que vous connaissez maintenant et comment ils sont capables de coder l'information. Donc, les types de récepteurs et le codage de l'information. Alors, en fait, on a vu jusqu'à présent qu'il y a mise en jeu de 1 à 3 cellules pour le codage de l'information. Alors, si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé du corpuscule de Pacini, le mécanorécepteur tactile, du toucher, pression-vibration, eh bien, on a vu que lorsqu'il y a une déformation mécanique qui apparaît au niveau de la terminaison sensorielle, j'ai un potentiel récepteur qui apparaît au niveau de cette portion de la fibre nerveuse, partie terminale, et le potentiel d'action qui apparaît sur la même cellule, mais un petit peu à distance, à partir de la zone la zone trigger, la zone d'initiation du potentiel d'action. Donc, vous voyez ici, dans le cas du corpuscule de Pacini, j'ai la même cellule qui va générer le potentiel de récepteur et qui génère le potentiel d'action. Donc là, on parle de récepteur primaire.
primaire, donc le potentiel récepteur et le potentiel d'action peuvent apparaître dans la même cellule en des points différents de la membrane. Donc ici, j'ai le potentiel récepteur et ici, plus loin, le potentiel d'action. Alors, on parle donc de récepteurs primaires aux neurones de premier ordre. C'est le cas de ce cas de figure, le cas du corpuscule de Pacini, des récepteurs à l'étirement ou encore du récepteur olfactif. Si vous vous rappelez, si vous revenez au récepteur olfactif, on a vu aussi que le récepteur olfactif était un neurone, il génère le potentiel récepteur et le potentiel d'action. Alors, le deuxième cas de figure, le deuxième type de récepteur, ce qu'on appelle le récepteur secondaire, au type 2. Alors, c'est le cas du récepteur auditif, si vous vous rappelez bien, c'est-à-dire que la cellule auditive, le cas de la cellule auditive, eh bien, suite à la déformation des cils, des cellules ciliées, j'ai un potentiel récepteur qui apparaît suite à un influx potassique dans la cellule sensorielle, dépolarisation donc de cette cellule, libération du neurotransmetteur, excitateur, et ça va activer la deuxième cellule, donc le prolongement afférent d'une cellule nerveuse, et c'est là où apparaît le potentiel d'action. Donc d'abord un potentiel postsynaptique excitateur qui va être transformé en potentiel d'action. Donc, vous voyez là, la cellule sensorielle ne génère que le potentiel récepteur. Le potentiel d'action, il apparaît au niveau d'une deuxième cellule nerveuse. Alors, c'est ce cas-là, donc le potentiel récepteur. Pour résumer ceci, le potentiel récepteur et le potentiel d'action peuvent être localisés dans deux cellules différentes. C'est le cas de l'audition, où le potentiel d'action apparaît dans un neurone différent de la cellule sensorielle. On parle alors de récepteur secondaire. Et c'est le cas qu'on vient de le voir, le récepteur auditif, vestibulaire, le récepteur d'équilibre, le récepteur gustatif. Si vous revenez aussi au récepteur gustatif, c'est aussi un récepteur c'est-à-dire que le récepteur, il est différent du neurone qui va générer les potentiels d'action. Donc, le récepteur, il est différent du neurone du premier ordre. Alors qu'ici, le récepteur primaire, il constitue lui-même un neurone. Donc, il constitue le premier neurone de la chaîne de traitement de l'information sensorielle. Et le troisième type de récepteur qu'on a vu, le récepteur type 3, c'est le cas du récepteur visuel. Alors, si vous vous rappelez, là, il y a intervention non seulement d'une cellule, mais de deux cellules avant l'apparition des potentiels d'action sur un troisième neurone. Donc là, le cas du récepteur visuel, j'ai un récepteur de type 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, le potentiel d'action n'est généré qu'au niveau de la troisième cellule. Alors la première cellule, la cellule réceptrice, elle est sensible à l'action de la lumière. Elle envoie le signal, et donc elle génère une hyperpolarisation. Elle envoie le signal hyperpolarisant vers la seconde cellule, qui est la cellule bipolaire, qui est une cellule de liaison qui va présenter bien entendu une dépolarisation pour le circuit rétinien ON, ou alors encore hyperpolarisation pour le circuit off, et le circuit on ne va pas en parler. Donc sachez, pour comprendre uniquement le circuit ON qui permet la perception de la lumière, des objets visuels. Donc le potentiel d'action apparaît au niveau de la troisième cellule, qui est la cellule ganglionnaire. Et de la cellule 1 à la cellule 3, il y a conduction sans potentiel d'action. Donc, on a dit que ça, là, c'est des neurones, c'est des non-spiking neurones. La conduction, elle est dite décrémentielle, donc elle fait intervenir juste des dépolarisations. Alors, parlons maintenant, donc ça vous l'avez maintenant, vous avez déjà une idée depuis que j'ai parlé au début des principes généraux des décodages. Là, on va voir un petit peu de près le codage de l'intensité et de la durée des stimuli sensoriels. Comment est-ce qu'on est capable de coder une intensité des stimuli sensoriels au niveau justement de nos récepteurs sensoriels, et comment est-ce qu'on est capable de coder la durée d'un stimulus sensoriel, comment nos récepteurs sensoriels vont décoder ces aspects, l'intensité et la durée. Alors, si on considère bien entendu d'abord l'intensité de la stimulation, alors il faut savoir, plus l'intensité de la stimulation augmente, normalement, plus l'amplitude du potentiel récepteur augmente. Alors voilà, schématiquement, l'intensité d'un stimulus, schématisé ainsi, des intensités de plus en plus croissantes. Pour chaque stimulation, vous avez un potentiel récepteur généré. Alors bien entendu, plus l'intensité de stimulation augmente, plus l'amplitude du potentiel récepteur augmente. Donc,
l'amplitude du potentiel récepteur augmente proportionnellement à l'intensité de la stimulation. Il y a donc codage de l'intensité de la stimulation au niveau du récepteur sensoriel en une amplitude de dépolarisation transmembranaire. On parle alors de codage en amplitude, ça veut dire comment nos récepteurs sensoriels vont décoder, vont différencier les différents types d'intensité par des potentiels récepteurs d'amplitude différentes. Donc il s'agit d'un codage en amplitude du potentiel récepteur. Alors, par conséquent, on a dit que le potentiel récepteur, c'est quoi? C'est une dépolarisation qui est graduable, qui peut changer d'amplitude. Le potentiel récepteur est donc un phénomène membranaire graduable qui est non propagé de manière active, contrairement au potentiel d'action qui est propagé d'une manière active, et il est comparable au fait à ce que vous connaissez, les potentiels postsynaptiques excitateurs. Alors, si on considère, donc voilà comment sont décodés, sont décodés les potentiels récepteurs, l'intensité de la stimulation au niveau du potentiel récepteur, il s'agit d'un codage en amplitude. Alors, comment sont codés les potentiels d'action? Alors, les potentiels d'action, bien entendu, n'apparaissent sur la fibre sensorielle que pour une intensité minimale de stimulation. Il faut qu'il y ait une intensité minimale, dite intensité seuil de stimulation, pour faire apparaître, pour générer ces potentiels d'action. Et à partir de ce seuil de stimulation, plus l'intensité de la stimulation augmente, plus le nombre de potentiels d'action et donc la fréquence des potentiels d'action a tendance à augmenter jusqu'à un niveau, jusqu'à une fréquence où il y a saturation. Donc, comment se fait le codage en potentiel d'action? C'est un codage en fréquence. Pour le potentiel récepteur, on a vu ce qui change, c'est le potentiel, c'est l'amplitude du potentiel récepteur. Donc, codage en amplitude. Pour les potentiels d'action, on a vu que les potentiels d'action, ils répondent à la loi de tout ou rien, ils ont tous la même amplitude. Ce qui change, c'est leur fréquence. On en a déjà parlé auparavant. Donc, l'évolution de la fréquence des potentiels d'action est en général proportionnelle à l'intensité de la stimulation. C'est-à-dire, plus l'intensité de la stimulation augmente, plus la fréquence des potentiels d'action augmente. Donc, l'intensité d'une stimulation sensorielle est codée au niveau des fibres sensorielles sous la forme d'une fréquence des potentiels d'action. On parle alors de codage en fréquence. Alors, bien entendu, plus la fréquence des potentiels d'action augmente, donc les potentiels, c'est quoi? C'est l'influx nerveux qui va parvenir à mon cortex pour être perçu, pour percevoir une intensité faible, une intensité forte, etc. Donc, cette augmentation de la fréquence des potentiels d'action va être traduite par mon cortex cérébral comme étant une sensation, une sensation d'intensité plus forte. Donc, l'évolution de l'activité le long des fibres sensorielles, cette évolution de l'activité le long des fibres sensorielles permet de rendre compte de l'évolution des sensations en fonction de l'intensité d'une stimulation. Je répète, plus l'intensité d'une stimulation augmente, plus la fréquence des potentiels augmente et plus la sensation va être forte au niveau de mon cerveau. Donc la perception du stimulus sensoriel va être plus forte, donc une sensation plus forte. Voilà pour le codage de l'intensité des stimulus sensoriels pour tout ce qui est codage appelé codage quantitatif. Alors, l'autre type de codage du stimulus, c'est le codage de l'autre aspect du stimulus, c'est le codage de la durée des stimulus, c'est-à-dire un codage temporel. Alors, il y a un phénomène, une notion qu'on va introduire dans ce codage de la durée, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'adaptation. Alors, pour ce codage, on va prendre comme exemple le cas de récepteurs somesthésiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, la durée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable, comment nos récepteurs sensoriels vont coder, vont détecter, si vous voulez, une durée courte d'un stimulus, d'une durée longue d'un stimulus. Alors, comment est-ce qu'on est capable de coder un stimulus qui est durable, qui est maintenu dans le temps? Alors, en fait, on a deux cas de figure, deux types de réponses. Donc, lors d'une stimulation, on va prendre le cas bien sûr, comment est-ce qu'on est capable de coder une longue durée d'un stimulus sensoriel, donc un stimulus, par exemple, mécanique qui est durable dans le temps, par exemple, le fait de mettre sa bague dans le doigt, le fait de mettre sa montre dans le poignet, le fait de porter ses vêtements, donc les vêtements et tous ces objets, on les porte d'une manière prolongée. Alors, comment les récepteurs cutanés
qui sont sous ces vêtements ou ces objets vont réagir. Donc, lors d'une stimulation prolongée, on distingue deux types différents d'activités et donc deux types de récepteurs sensoriels. Alors, le premier cas du récepteur sensoriel, donc ici, on schématise la durée d'un stimulus, voilà, la durée d'un stimulus qui est durable, prolongé dans le temps. Alors, voilà le premier type de récepteur, comment il va réagir. Donc, avec l'apparition du stimulus, eh bien, j'ai l'apparition d'un potentiel récepteur. Si le stimulus est maintenu dans le temps, le potentiel récepteur va diminuer jusqu'à s'annuler. Donc après, il n'y a plus d'activité pendant tout le restant du stimulus. Donc en fait, c'est un récepteur qui va s'adapter rapidement à ce stimulus. On parle de récepteur à adaptation rapide. On parle aussi de récepteur phasique, c'est-à-dire un récepteur qui s'active en phase avec le début du stimulus et parfois aussi avec la fin du stimulus. Donc le premier cas, l'amplitude du potentiel récepteur ainsi que la fréquence des potentiels d'action diminuent au cours du temps. Il s'agit d'un phénomène d'adaptation qui est caractéristique de ce qu'on appelle les récepteurs phasiques. Donc, ils s'activent en phase avec le début du stimulus. C'est le cas justement du corpuscule de Pacini, le récepteur donc, tactile. Le deuxième cas de figure, lorsque le stimulus est maintenu dans le temps, eh bien, regardez, j'ai ici le potentiel récepteur. Donc, avec le début du stimulus, j'ai l'amplitude, le potentiel récepteur qui apparaît. Mais ce potentiel récepteur, il va durer toute la durée du stimulus. Ce qui peut changer, c'est juste l'amplitude de ce récepteur qui peut diminuer que très faiblement au cours du temps. Donc là, il s'agit d'un récepteur qui s'adapte et qui ne s'adapte pas ou qui s'adapte très très peu, donc un récepteur adaptation lente. Et c'est un récepteur qui reste actif, donc il a un tonus électrique maintenu pendant toute la durée du stimulus. On parle alors de récepteur tonique. Alors c'est le deuxième cas, je résume ce que je viens de dire. L'amplitude du potentiel récepteur ainsi que la fréquence des potentiels d'action ne diminuent que très faiblement au cours du temps. Ces récepteurs ne présentent pas de phénomène d'adaptation et sont qualifiés de récepteurs toniques. C'est le cas, par exemple, des récepteurs à l'étirement et des récepteurs de la douleur et des récepteurs thermiques, les thermorécepteurs. Ça veut dire, par exemple, un récepteur, un nocicepteur, le récepteur de la douleur qu'on appelle nocicepteur ou thermorécepteur, il va rester activé pendant toute la durée du stimulus. Pour le nocicepteur, il va rester activé pendant toute la durée du stimulus nocif qui est appliqué sur un récepteur donné. Alors, en termes de potentiel d'action, en termes donc de fréquence de décharge, donc on a vu les récepteurs adaptation très rapide, le potentiel récepteur a lieu au début et après il n'y a plus de potentiel récepteur. Et en termes de potentiel d'action, la même chose. Donc voilà la durée de la stimulation, un stimulus durable dans le temps. J'ai des potentiels d'action qui apparaissent au début, après il n'y a plus de potentiel d'action. Donc, c'est un récepteur qui est adaptation très rapide. C'est le cas du corpuscule de Pacini, donc récepteur phasique. Alors, pour les potentiels d'action pour les récepteurs toniques ou récepteurs adaptation qui ne s'adaptent pas aux adaptations très lentes, vous voyez, j'ai les potentiels d'action qui apparaissent pendant toute la durée de la stimulation. Il peut y avoir juste une baisse, une petite baisse de la fréquence des potentiels d'action, mais les potentiels d'action existent pendant toute la durée de la stimulation. C'est le cas, bien sûr, des récepteurs, des nocicepteurs ou des thermorécepteurs qui sont des terminaisons nerveuses libres. Alors, donc sur le plan fonctionnel, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc, ce codage temporel, des stimuli. Donc, fonctionnellement, eh bien, les systèmes sensoriels phasiques, que vous voyez ici, les systèmes sensoriels phasiques ne peuvent pas renseigner le système nerveux central sur la durée de la stimulation puisqu'ils ne s'activent qu'au début. Donc, en fait, ils ne renseignent le système nerveux central que sur les variations de stimulation et non sur leur durée. C'est-à-dire que je mets ma bague au niveau de mon doigt, je sens que les récepteurs qui sont en dessous, ils vont s'activer, d'accord? Mais après, je ne ressens plus ma bague. Donc, ça veut dire que ce récepteur qui est activé au début, donc le fait de sentir au début, prouve que ce système sensoriel ne va renseigner que sur le début, l'application du stimulus. Mais pour le reste,
Eh bien, je ne saurais pas quand est-ce que le stimulus va être enlevé. Quand j'enlève ma bague, je peux ne pas m'en rendre compte. Alors que les systèmes toniques, vous voyez, ils restent actifs pendant toute la durée de la stimulation. Donc, eux, ils vont coder et renseigner sur la durée d'une stimulation. Donc, lorsque j'ai un récepteur tonique qui s'active, il va rester actif pendant toute la durée de la stimulation. Par exemple, le récepteur douloureux. Alors, le récepteur douloureux, ça veut dire tant que j'ai une sensation de mal, lorsque je ressens une douleur, ben, ça veut dire que mon récepteur, il est tout le temps activé. Donc, lorsque je vais chez le médecin, je vais lui dire j'ai mal. Il va me dire ça fait combien de temps que vous avez mal. Je lui dis, je serai capable de lui dire j'ai mal il y a 2 jours, il y a 3 jours et j'ai eu mal pendant toute la nuit. Pourquoi? Parce que les récepteurs de la douleur vont rester actifs pendant toute la durée de la stimulation. Ils vont encoder la durée de la stimulation. Alors que les récepteurs phasiques, ils ne s'activent que pendant une phase de la stimulation. Donc, ils ne renseignent que sur les variations, c'est-à-dire l'application du stimulus et la non-application du stimulus. Voilà, donc je m'arrête là pour cette séquence pour aborder l'anatomie des voies sensorielles par la suite.